morning when I spoke earlier, I'm Wade Warren. I'm with Deloitte Comme j'ai Consulting. dit ce matin, je suis Wade Warren, je suis le président du conseil d'administration de la SDI. Il y a 15 mois, la Russie a attaqué l'Ukraine dans un acte d'agression sans provocation que nous n'avons pas vu, mais très rarement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Ukraine s'est protégée et cela a résulté en un monde qui a fait plus de 300 000 personnes et qui a causé cela a conduit à l'expansion de l'OTAN. L'utilisation des armes nucléaires et avec la COVID, cela a contribué à la crise, la pire crise de la sécurité alimentaire partout dans le monde et en Afrique subsaharienne. Oksana Markarova est ambassadrice aux États-Unis depuis février 2021. Elle ne savait pas qu'elle deviendrait l'une des avocates, les défenseurs les plus élégantes de son pays. Avant, elle était la ministre des Finances. Et après cela, elle a passé 17 ans à travailler dans le domaine des conseils en financier. Elle a conduit, on a conduit un profil de vous et on a dit que vous êtes partout. Je suis content que vous êtes avec. Nous sommes contents que vous êtes avec nous cet après-midi. Bienvenue. I will know the ambassador has a hard stop at 4:30. She tells me she's going to offer a few comments, and then she is willing to take questions from the audience. Va prendre des questions parce qu'elle doit partir à 16h30. Bien sûr que je vais être là. Comment ne pas rencontrer les meilleurs de la société civile, non seulement pour retrouver la paix, non seulement en Ukraine, mais au monde, et changer la façon dont nous pensons. J'aime bien le titre transférer le pouvoir, définir la prochaine décennie de développement. Cette guerre a créé non seulement la dévastation en Ukraine, n'a pas seulement détruit l'architecture de la sécurité mondiale, a créé non seulement des tragédies au sein des familles ukrainiennes, mais a également changé la façon dont nous considérons le développement général. Nous avons focalisé. Il y a eu de vrais problèmes dans le monde que nous attaquions ensemble, le climat, la fracture numérique, lutter contre l'inégalité des sexes, réduire la pauvreté dans des pays en développement et dans des pays en transition tels que l'Ukraine.
et dans d'autres pays. Mais la Russie a dévié notre attention de l'amélioration des vies dans tous les pays pour nous engager dans une guerre qui mine la démocratie, mais il faut quand même continuer à penser aux vrais problèmes que nous avons dans le pays. Donc, la Russie a créé des risques pour l'Ukraine, mais non seulement ça, pour tout le monde par rapport aux aliments et l'énergie, mais a créé également des risques pour le développement durable et stable pour la planète, parce qu'il faut traiter de cela au lieu de continuer à solutionner d'autres problèmes. Et je pense qu'il est important de le reconnaître. C'est vrai que surtout en Ukraine, nous concentrons sur le fait de gagner cette guerre. C'est une question existentialiste. Est-ce que nous allons continuer à exister en tant que pays? Après avoir gagné la guerre, il faut regagner la paix. Il faut reconstruire l'Ukraine d'une façon qui est bénéficiaire pour les Ukrainiens, mais également comment est-ce que l'Ukraine peut aider d'autres pays? Qu'est-ce que ces 15 mois ont montré? L'assistance au pays est importante lorsque les capacités locales sont construites. Il est compréhensible que les ambassades se sont retirées du pays. Nous ne les culpabilisons pas, mais c'était la société civile, c'était le gouvernement de l'Ukraine et les institutions qui, avec l'assistance d'autres pays, ont continué à fonctionner par rapport aux réformes et au développement au sein du pays. Et ces institutions se sont transformées en ceux qui étaient à la frontière, qui aidaient les blessés et ont rempli à 100% cette fonction jusqu'à ce que ce soit sauf pour les autres, que les autres reviennent. Et plus nous essayons de renforcer les institutions locales, plus nous justifierons ce que les autres pays dépensent sur le développement. Nous avons présenté notre plateforme numérique que nous utilisons pour 20 millions d'Ukrainiens pour la délivrance de passeports pour recevoir des paiements d'aide. Et hier, nous avons annoncé que nous allons la partager avec d'autres pays, la Zambie, la Colombie. Nous allons commencer à exporter cette plateforme et l'USAID va nous aider pour que d'autres pays puissent l'utiliser. Et ça, c'est un exemple comment l'Ukraine peut faire partie des solutions à des problèmes mondiaux. Et nous pouvons retourner à la paix, non seulement ça, mais retourner à ce que vous faites pour que le monde soit meilleur pour tout le monde, pour les citoyens de tous les pays. Que Dieu bénisse les États-Unis. Et alors que vous travaillez ici, cela vous craint. Comme j'ai dit, elle doit partir à 16h30. Nous avons quelques minutes pour des questions. Est-ce que vous pouvez faire la queue au microphone? Je vois que vous vous dirigez
au microphone. En plus des 1000 personnes que nous avons ici, nous avons un nombre équivalent en ligne. Matthew Crichton du public virtuel a demandé, vu les efforts héroïques de l'Ukraine pour naviguer le conflit, mais vu le problème mondial du changement climatique, comment est-ce que vous voyez l'insertion des stratégies dans ce domaine en Ukraine après le conflit et comment est-ce que la communauté internationale peut appuyer l'Ukraine en cet effort? Merci beaucoup pour la question. Non seulement l'infrastructure a été endommagée et cela a été chiffré à 411 milliards de dollars. C'est l'infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a eu des édifices qui ont été détruits, mais nous ne pouvons pas imaginer les dommages à l'environnement à cause de cette guerre. Et n'en mentionnons pas les menaces nucléaires et la station qui est en Ukraine, qui est maintenant tenue par les Russes. Les Russes, n'en parlons pas de la contamination de l'eau souterraine. Maintenant, l'objectif est de gagner la guerre, mais les conséquences sont énormes par notre situation géographique, les rivières, les fleuves qui vont à la mer Noire, les dommages environnementaux sont énormes. Mais par rapport à la reconstruction, si vous lisez les papiers, les documents préparés par le gouvernement qui ont été discutés déjà lors de d'autres réunions, Lausanne, etc., la reconstruction sera très écologique par rapport à l'énergie, le déménage humanitaire. Les solutions seront écologiques et modernes. Avec les stratégies énergétiques que nous avons déjà publiées, le plan de 10 ans, si vous les considérez, elles sont focalisées sur les renouvelables, les énergies renouvelables, la capacité de stockage des mines, le charbon. Et il faut les reconstruire de manière efficace. Donc, ces aspects sont les plus importants. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez en faire partie. Vous pouvez déjà commencer à y penser. Lorsque nous allons gagner la guerre, ça sera trop tard pour vous pour commencer. Donc, l'heure est maintenant. Oui, c'est vrai que la guerre n'est pas encore finie, mais nous avons besoin de vos ressources, de votre intelligence, de voir ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez nous utiliser en tant que ressource. Merci beaucoup pour ce discours qui m'a beaucoup inspiré. Alors, je voulais poser une question, surtout pour les systèmes sanitaires et le renforcement de ces systèmes. Votre vision est très importante pour l'avenir. Et vous avez dit que c'est très important d'avoir une construction des institutions et d'avoir les organisations locales. Mais quelle est votre vision pour l'avenir? Oui, avant la guerre, nous étions
milieu de la réforme de notre système sanitaire. Non, il ne fallait pas dire avant, parce que la guerre a commencé en 2014, mais ça a été limité dans une oblast. C'était un soi-disant cessez-le-feu. Mais au moins, savions que il y avait de la paix en 90% du pays. Pendant ces 8 ans, on a pu développer tout en Ukraine et le secteur sanitaire était critique. Nous avons notre système et nous allions commencer la deuxième étape de notre réforme quand la guerre a commencé. À part quelques manques d'efficience et quelques manques de capacité dans le secteur, maintenant nous avons la destruction des institutions sanitaires, nous avons le surménage de nos praticiens du secteur sanitaire, tant de gens qui sont blessés, les civils, les combattants. Nous avons un chiffre énorme de cas de gens traumatisés. Nous sommes en arrière avec pour le vaccin, par exemple. Les gens ne parlent pas de ça, mais imaginez, pendant 15 mois, donc, tout le problème avec la santé n'était pas idéal pour commencer. Et maintenant, la destruction est incroyable. Nous recevons beaucoup d'aide à travers les donations et nous avons des médecins vraiment courageux auxquels nous sommes très, très plein de remerciements, les gens de partout du monde, aux États-Unis, par exemple, qui travaillent à Kiev, partout dans le pays. Maintenant, il faut soutenir les efforts pour mitiger les risques. Le ministère de la Santé travaille très activement déjà. Les soins sanitaires sont une partie très importante de nos efforts. On peut beaucoup faire et aussi pour les secteurs sanitaires et nous avions des secteurs où il y avait des universités et des institutions sanitaires. On pourrait être le centre non seulement pour l'Ukraine, mais à l'avenir, suite à la réforme, on peut être un centre non seulement pour les pays voisins. Nous avions, avant la guerre, nous avions beaucoup d'étudiants dans les écoles de médecine, de l'Afrique, de l'Asie. Et c'était très intéressant en ce qui concerne le prix qu'ils payaient pour l'éradication en Ukraine. Maintenant, de partir de l'éducation, avoir développé l'éducation spécialisée, nous avons des lois qui peuvent d'équivalence, par exemple, équivalence des étudiants qui ont étudié en Ukraine. Par exemple, on a des gens qui ont fait des greffes, des étudiants et des docteurs qui ont fait des greffes très importants en Ukraine. Après la guerre, on aura besoin de beaucoup de partenaires pour venir travailler avec nous, surtout dans le secteur sanitaire. Nous sommes prêts à mener des réformes. Je pense que ça va être un secteur très attirant où on pourra travailler après la guerre. Peut-être encore des questions. Catherine, est-ce qu'il y a d'autres questions des participants virtuels? Allez-y, s'il vous plaît. Je m'appelle David Howard, WSP. J'ai vécu en Ukraine pendant beaucoup des années. Je suis inspirée par l'esprit du peuple ukrainien. En ce qui concerne l'espace de l'information, vous luttez aussi contre la propagande de la Russie qui affecte
non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Occident. Comment est-ce qu'on peut utiliser les points forts, les aspects forts de l'Occident, comme la démocratie aussi, la liberté d'expression, pour lutter contre cette situation? Oui, c'était une question très importante qu'on a discutée même avant la guerre. Nous avons été sujets à la propagande russe, non seulement même pas 30 ans, mais pendant des centres, pendant des siècles. Tout le monde nous a vus à travers la propagande de la Russie, parce que nous avons été un pays occupé par les Russes pendant tellement longtemps. C'était une propagande très facile à propager. Quand on a essayé de contrer tout cela avant, quand euh, quand on a dit on ne devait pas utiliser les études russes et Europe orientale, oublier l'Ukraine. Le premier explorateur était ukrainien. Il a été mis en prison parce qu'on l'a considéré comme un nationaliste ukrainien. Alors, on a force de travailler sur le programme spatial de la Russie. Ce que nous avons appris pendant ces 15 mois, c'est d'abord, il faut être beaucoup plus ouvert, il faut s'exprimer ouvertement et exprimer la vérité de notre président Zelensky qui, depuis le premier jour, la première journée de l'attaque, qui est venu un reporter, un journaliste, si on peut dire. Ce n'est pas traditionnel pour le président, pour les diplomates pour faire ça, mais il faut le faire parce que dans notre réalité, les médias sociaux sont maintenant la source d'information pour tant de gens au lieu de la télévision, aux sources traditionnelles d'information. Il faut donc être transparent dans nos réponses, parler la vérité. Je veux remercier tous les journalistes qui sont venus en Ukraine juste après le début de la guerre, ont été nos yeux en ligne de front et pour nous montrer aux autres. Alors, troisièmement, il faut travailler ensemble. Comme vous avez dit, on a été un terrain de preuve pour la propagande russe et les attaques, cyberattaques. Mais maintenant, depuis 2013 ou 2014, ça a commencé. Quand ils ont testé cette propagande sur nous, ils ont testé sur vous aussi. Quand ils ont essayé de manipuler les gens, l'information ici, c'était que ça existait déjà chez nous. Il faut travailler donc ensemble, partager l'information. Comme ça, on peut mieux faire. Je vois que non seulement un partage d'informations sur l'intelligence, mais aussi partager bilatéralement et aussi dans le format de G7 pour que pour les personnes puissent faire plus et travailler ensemble. Il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur, il faut dire exactement ce que c'est la propagande. Dites exactement ce qui est. Il faut faire la différence entre la liberté d'expression et aussi la désinformation. Dans les médias traditionnels, on sait exactement, on peut chercher l'information importante, on va faire la différence, mais on ne sait pas. Il n'y a pas une grande différence, une différence très nette à YouTube et les médias. Mais il faut avoir une discussion ensemble avec les compagnies technologiques et la société en général. Il faut avoir des bibliothèques électroniques où on peut dire non, l'information, c'est Netflix ou BBC ou les d'autres histoires sur la verse. Voilà la situation, l'information de la BBC, etc. Et voilà l'information d'un blogueur qui veut dire n'importe quoi.
Maintenant, on ne voit pas la différence entre les mensonges et la vérité. Il faut aider les enfants à faire la différence. Il va falloir une autre discussion là-dessus. On le voit sur le champ de bataille. On le voit aussi dans nos vies de tous les jours. Il faut être beaucoup plus ouvert et plus transparent. Merci beaucoup. Madame l'ambassadeur, nous savons que vous êtes très occupée. Merci d'avoir passé une heure avec nous et nous exprimons notre solidarité avec vous. Et je vous remercie beaucoup pour tout votre appui. Thank you. Merci beaucoup. Here I am. Is it to you? Alors, me voilà. That was obviously a wonderful and inspiring talk and an opportunity for us to hear from. C'était un discours vraiment intéressant qui m'inspire beaucoup. Je vais vous expliquer comment nous avons planifié notre panel et les remarques et le discours de l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur de l'Ukraine. On a parlé du transfert de pouvoir, les décisions, qui sont les acteurs, les parties prenantes, qui va prendre contrôle de la situation. Le concept derrière ce panel des ambassadeurs, c'est d'entendre les voix des personnes, des pays où nous travaillons, les défis auxquels ils sont confrontés, leurs perspectives sur le côté de la chose. Ils partageront leur point de vue. C'est d'aller à un pays pour faire quelque chose, pour parler. Et aussi, de l'autre côté, ils veulent savoir qui vient, qui va travailler avec nous. En Ukraine, nous voyons un pays avec une crise, sujette à une crise existentielle. Et nous avons aussi choisi 2 autres pays qui sont aussi confrontés à des défis très importants qui n'ont pas créé, très souvent, ils n'ont pas créé, mais ce sont des défis qui portent sur les questions qu'on a discutées, les défis sanitaires, le changement climatique, les réfugiés, l'immigration, tout cela. Nous savons que ce sont des pays duquel nous sommes très conscients. Comme par exemple la Mozambique et d'autres. Maintenant, j'ai le grand honneur d'accueillir notre modérateur, un de nos membres du conseil, la SDA, qui a travaillé avec l'Organisation mondiale du commerce, qui a travaillé sur ces questions, qui a aussi travaillé au Mozambique. Vous savez peut-être que j'ai passé 5 ans au Mozambique, donc ce pays va être très important pour moi. J'ai le plaisir donc d'accueillir l'ambassadeur Alfredo Muvunga du Mozambique. L'ambassadeur Muvunga, c'est votre 2e mois ici à Washington, D.C. Ambassadeur Alfredo Muvunga du Mozambique. Et aussi l'ambassadeur Olutevi du Vanuatu. Bien sûr, comme vous saurez, Vanuatu est quelque chose un pays dont on parle très souvent parce que le changement climatique, un pays qui souffre des impacts de changement climatique. Tout le monde, tous les citoyens sont très affectés par ce phénomène. Maintenant, je donne la parole aux membres du panel. Merci beaucoup, Jay.
C'est un grand plaisir d'être là avec les ambassadeurs et parler. Quelles sont les crises existentielles auxquelles ils sont confrontés? On a parlé de la communauté mondiale et des partenariats, mais on aimerait entendre de leur part ce qu'on peut faire en tant que communauté globale, mondiale. Bien sûr, on est là, on pense, oh, le changement climatique, on peut surmonter ce problème, mais pour ce pays, c'est une crise de tous les jours. Nous avons aussi des endroits, des forums, tout type de forums internationaux, multilatéraux, etc. Est-ce qu'ils sont efficaces? Et j'aimerais voir quelques détails, de la part des ambassadeurs. Maintenant, je vais poser à chacun des ambassadeurs de décrire dans leurs propres mots la crise existentielle auquel le pays est confronté. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Bonsoir. J'ai dit bonsoir d'abord, mais j'ai rien entendu, donc je pense que c'est mieux de dire bon après-midi. Merci pour les expressions, les mots de bienvenue. En tant que nouvel enfant à Washington, je pourrais être le plus jeune. Ça fait 6 semaines seulement que je suis là, mais je suis content d'être ici et j'aimerais juste prendre ces quelques minutes pour exprimer à quel point je me réjouis d'être ici et je ne suis pas anglophone, mais ma langue maternelle va influencer la manière dont je prononce quelques mots. J'aimerais vous parler de 3 aspects de la Mozambique. Tout d'abord, la situation géographique. Nous trouvons dans le sud-est du continent, à côté de l'océan Indien. Nous avons une côte de plus de 2000 kilomètres. Donc, elle est longue. Nous avons beaucoup de fleuves qui partent de la Mozambique vers l'océan Indien. Et beaucoup des zones sont en dessous du niveau de la mer. Nous sommes sur la voie des cyclones qui est de plus en plus évident ces dernières 5 à 8 ans. En très peu de temps, nous avons expérimenté 10 cyclones. Le dernier est entré à travers la Mozambique sur le continent et est retourné à travers la Mozambique et a eu un effet dévastateur sur la population. Donc, les problèmes que nous expérimentons à cause du changement climatique est que les personnes ont dû être relogées. Mais ce qui existait avant, les institutions publiques, les hôpitaux et beaucoup d'autres aspects de l'infrastructure ont été détruits. Nous nous trouvons dans une phase de reconstruction après la destruction. Nous n'avons pas
a beaucoup de ressources. Notre PIB est 15 milliards et donc le PIB est par personne est 400 $ pour 20 millions de personnes. Mais nous voyons également le déplacement de la population. Nous avons des problèmes dans le nord où nous avons des ressources de pétrole, mais avant tout cela, nous avons été frappés par le terrorisme, qui est le plus grand problème. Mais nous pouvons lutter contre le terrorisme. Pour les catastrophes naturelles, nous ne pouvons que les résister, éduquer, informer les gens. Nous sommes en train de reconstruire les infrastructures, de reloger les personnes déplacées. C'est ce que nous faisons actuellement. Le docteur Tevi, je vais vous poser la même question. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais saisir l'occasion pour remercier la SDI pour l'invitation. Le changement climatique à Vanuatu, c'est un État insulaire entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, autour de Fidji, pour vous donner une idée d'où nous sommes. Et d'après les Nations Unies, nous sommes le pays le plus vulnérable par rapport aux catastrophes naturelles. Nous nous trouvons également au rim of fire. Lorsqu'il s'agit des cyclones de la 5e catégorie, presque tous les 5 ans, nous avons un cyclone de la catégorie 5. En 2015, nous avons eu un qui a enlevé un grand pourcent de notre PIB. Nous avons eu le cyclone Harold. Il y a 2 mois, nous avons eu 4 cyclones qui a dévasté la capitale. Donc, c'est le défi auquel nous faisons face. Et pour ne même pas mentionner l'élévation des niveaux de la mer. Donc, c'est un défi parce qu'une fois que la population est déplacée, la terre et la propriétaire est assujettie à une propriété communale. Si vous êtes déplacé, ça veut dire que vous perdez le droit à vos terrains. Et donc, c'est le droit du gouvernement d'assurer à ce que vous ayez du terrain. Et nous avons beaucoup de communautés qu'il faut déplacer des zones côtières et il y en a beaucoup qui s'en vont déjà. Donc, c'est le défi que nous avons. Cela affecte les plus vulnérables dans la société, surtout les femmes et les personnes handicapées. Donc, c'est les défis auxquels nous faisons face, les effets disproportionnés des catastrophes naturelles. Imaginez si 60% de votre économie est détruite tous les 5 ans. La résilience est un bon mot, mais c'est cher, ça coûte cher.
pour reconstruire l'économie. D'après mon expérience, et je pense qu'il y en a beaucoup dont, qui avaient expérimenté cela, si vous avez des interventions humanitaires de l'Australie, de la France, de la Nouvelle-Zélande, de nos partenaires, ils interviennent juste après le cyclone. Mais la reconstruction de l'économie prend du temps et donc c'est un défi majeur. J'ai vu une image sur Facebook et vous savez, grâce aux réseaux sociaux, nous voyons ces choses. Il y a une zone dans la bibliothèque avait été détruite et ça fait 5 ans qu'il n'avait pas de bibliothèque. Et c'est une zone peu accessible. Donc, lorsque nous parlons des défis liés au changement climatique, c'est des problèmes majeurs. Comment est-ce que vous construisez une économie durable et résiliente? Ça coûte cher. C'est vrai que nous sommes résilients en tant que peuple, mais le changement climatique est un phénomène mondial. Nous avons besoin de nos partenaires de développement pour faire face au changement climatique. Vous avez parlé du tribunal international de la justice. Nous avons besoin de la communauté internationale. C'était un exemple de multilatéralisme qui fonctionne. Nous n'avons pas de choix. Il faut dépendre sur des institutions internationales. Nous avons besoin de la loi internationale, le droit international. Si vous voulez confronter les défis de développement à Vanuatu, il faut traiter des défis internationaux. C'était la première résolution climatique qu'a traité le tribunal international. Lorsque vous parlez de la communauté internationale, est-ce qu'il y a des endroits qui aident des pays comme les vôtres pour combattre le changement climatique? Je vais commencer par vous, ambassadeur. Est-ce que la bureaucratie est trop lourde? Comment est-ce que vous pouvez profiter de ces instances? Mais nous connaissons la nature de ces institutions multilatérales. Il y a beaucoup de bureaucratie. Les choses vont lentement. Il faut négocier et il faut arriver à un consensus. Peut-être qu'on va mettre 3 jours à résoudre un seul mot. Ça, c'est la nature de ce monde. Mais pour un pays comme le Vanuatu, qui est un petit État, l'institution telle que les Nations Unies, la Banque mondiale, la Banque de développement asiatique sont importantes. C'est là où nous pouvons avoir des discussions. Le changement climatique est quelque chose qu'il faut confronter au niveau mondial. Voici les voies que peut emprunter la communauté internationale pour les espaces où nous pouvons discuter de ces problèmes. Et nous pouvons influencer le programme de ces organisations. Donc, nous venons dans ces forums, peut-être seuls ou dans un groupement,
nous venons ensemble et nous discutons de ces défis communs dans l'espace international. Par exemple, à l'Organisation mondiale du commerce, nous parlons du climat et le commerce. À Genève, nous parlons du lien entre les droits humains et le changement climatique au sein de la Banque mondiale, et au FMI, nous parlons du financement, la stabilité, comment les banques et comment la finance internationale peut répondre aux défis liés au changement climatique. Donc, l'architecture est importante. C'est des endroits où les pays en développement et les petits pays peuvent avoir une voix. Et du point de vue de la Mozambique, vous êtes président du Conseil de sécurité de l'ONU. Merci. Je suis d'accord avec mon collègue de Vanuatu. Les pays tels que la Mozambique, le Vanuatu ont un rôle important, bien sûr, que nous engageons avec d'autres pays de manière bilatérale, mais les organisations internationales sont importantes. Il y a le FMI, la Banque mondiale, la Banque de développement pour l'Afrique. Nous sommes membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et nous étions présidents au mois de mars. Et il y a eu la lutte pour la paix et la sécurité. Nous avons inclus le terrorisme. Deuxièmement, la question du changement climatique, parce que c'est un défi commun, et la question du développement et l'inclusion des femmes. Ce sont les trois questions que nous avons essayé de pousser, de faire avancer pendant notre présidence du Conseil de sécurité. Par rapport à la Mozambique, nous avons songé à une stratégie, un plan d'action. Dans la région, nous avons la SADC, la communauté pour le développement économique, et nous pensions que nous pouvions partager des expériences avec nos voisins, avec les autres États membres de la communauté de SADC. Comment accroître la résilience, non seulement pour répondre, mais pour anticiper l'effet du changement climatique, pour éviter le nombre de morts. Nous pensions à avoir un centre humanitaire pour les actions d'urgence. Nous avons établi ce centre au nord du pays, et au niveau du continent, au sein de l'Union africaine, ce sont des problèmes communs. La sécheresse, les cyclones, etc. Donc, nous avons apporté une contribution à l'Union africaine, et l'UA a décidé de faire que la Mozambique puisse
devenir champion de ces questions, de faire avancer ces questions. Nous travaillons avec la Banque de développement africaine, avec la Banque mondiale. Donc, pour revenir au niveau bilatéral, nous travaillons avec les États-Unis pour financer un composant important pour développer une infrastructure résiliente aux effets du changement climatique. Et donc, nous allons bénéficier de ce financement. Donc, ce sont les choses que nous pouvons faire ensemble par rapport à ces défis mondiaux. Si je peux poser une dernière question, parce que ce sont des pratiquants du développement dans la salle et en ligne. Qu'est-ce que vous demanderiez pour vos pays? Vous avez parlé de mettre en place des infrastructures résilientes, etc. Mais qu'est-ce que vous demanderiez à ces professionnels en tant qu'aide pour votre pays pour faire face à ces problèmes? Si vous pouvez commencer, ambassadeur Novunga, je vais parler de ce que nous faisons en Mozambique. Nous travaillons avec des auxiliaires par rapport aux victimes. Nous travaillons avec eux pour les autonomiser. L'éducation est importante. S'il n'y a pas de cyclone pendant 6 ans, vous pouvez penser que cela ne nous arrivera pas. Mais la circulation, le partage d'informations est informant. Nous travaillons avec des volontaires qui ne sont pas salariés. On les rend conscients sur les questions du changement climatique. Ils ont des vélos, des radios pour informer aux personnes affectées, de leur dire de ne pas rester dans la zone affectée. Peut-être que cela vous semble peu important. Vous utilisez les vélos pour le loisir, mais en Mozambique, le vélo est important pour le transfert d'informations. Donc, nous pouvons commencer avec ces petites choses pour responsabiliser les gens. En octobre, nous allons commencer la saison des pluies. À part les institutions, nous avons besoin de reconstruire le pays, mais pas avec les mêmes structures que nous avions. Il faut installer des infrastructures résilientes. Comment construire des routes que même s'il y a une catastrophe, les gens peuvent se déplacer, même si c'est pour le rendre facile et possible qu'ils se sauvent de là où ils étaient. La distribution des aliments, la distribution équitable des aliments. Donc, c'est là où nous pouvons travailler de pair avec le gouvernement et les communautés locales. Alors, ambassadeur, tout,
Nous savons les solutions, nous sommes conscients de la solution, dit l'ambassadeur Tevi. Et peut-être la communauté internationale, la société civile et les organisations de développement international et les gouvernements doivent écouter ce qu'on dit, à dire ces communautés. Au niveau du gouvernement, je pense qu'on parle des investissements pour l'infrastructure. On en a entendu parler depuis 7 ans. Dans 7 ans, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de changements. Donc, je pense que une solution aux défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons des solutions, bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que nous pouvons avoir les outils pour faire face à ces problèmes, pour faire face à ces défis? Voilà la question en ce qui concerne la technologie, en ce qui concerne le renforcement des capacités, les projets, la création de projets. Je pense que ce sont des choses très pratiques qui sont néanmoins très importantes au niveau du gouvernement. On peut parler de projets d'infrastructure qui prennent beaucoup de temps pour mettre en œuvre. Nous sommes confrontés à des réalités du changement climatique. Comment est-ce qu'on peut s'adresser, comment est-ce qu'on peut être confronté à ces problèmes? Comment est-ce qu'on utilise ces solutions pour aider les gens des communautés de base? Nous avons entendu des remarques qu'il faut travailler au niveau local, il faut engager les institutions multilatérales pour qu'ils puissent nous appuyer à créer les réseaux. Et bien sûr, les défis et les crises mondiales ne vont pas disparaître d'un jour à l'autre. Merci beaucoup d'avoir partagé vos idées avec nous. Mais avant de quitter le scénario, j'aimerais dire que on va faire l'annonce du gagnant du concours de l'innovation. Alors, restez sur place, s'il vous plaît. On va entendre le nom du gagnant. Good afternoon, everyone. Great to see you Bon all. après-midi à tous. Je m'appelle Roger Ford. Je suis le leader et le PDG de Accenture Development Partnerships. Et c'est ma 5e année comme membre du conseil de SDI pour représentant tout le reste de la communauté. Je suis ravie d'être là encore une fois. Cette année, en tant qu'Accenture, on parraine le concours d'innovation. C'est une des parties favorites de la conférence parce que l'innovation va créer des solutions qui vont résilientes. C'est l'innovation combinée avec tout le talent représenté dans cette salle et au-delà. Et à travers tous les secteurs, vous travaillez main dans la main avec les corporations, les sociétés, le gouvernement et avec tout le monde pour créer des choses nouvelles. Nous avons eu des dizaines de concurrents. Nous avons passé beaucoup de temps, les juges ont passé beaucoup de temps pour décider. C'est très difficile de ne pas dire que tout le monde est gagnant, mais j'aimerais dire qu'il y a eu 5 finalistes. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de voir le panel que j'ai modéré cet après-midi. Il y a BAO Systems, Analytics Platforms, People Tech, Bioeconomics, Drone Technology, contrôle des vecteurs au Madagascar, App Associates et les outils pour la documentation des dommages, les dommages de la guerre et aussi Shift par Save the Children. Chacun de ces concurrents représentait le meilleur dans leur champ.
Nous avons eu Mohamed Abdelkader, qui est le USA chef, officier en chef d'innovation, Catherine Riskalski, Red Martin, et moi-même. Et pour finir, vous avez tous eu la possibilité de lire le meilleur. Je vais être honnête, je pense que c'est la première fois que je vois que les juges et vous-même ont voté le même gagnant. C'est Drone Technology pour malaria, le contrôle des vecteurs du paludisme au Madagascar. Félicitations. C'est une bonne innovation. Il va falloir prendre la possibilité de le voir parce que je pense que c'est un meilleur usage de la technologie des drones parce que les drones volent au-dessus des champs et en ce faisant, réduisent le paludisme, préviennent la malaria, le paludisme pour 81 000 personnes au Madagascar. Quand on parle des drones, on se demande qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais c'est vraiment efficace. Et j'aimerais féliciter Catherine Dyer, qui est le leader du projet qui a mené cela avec USAID. Maintenant, j'aimerais présenter notre dernière vidéo. On a parlé de cela pendant toute la journée. Avant que je donne la parole au secrétaire adjoint, et nous avons Mama Dara MD, c'est le dernier gagnant qui va parler de l'importance des systèmes entiers pour la santé. Bonjour, je m'appelle Mme Nembel, je viens du Dakar, au Sénégal. Je travaille avec Management Science for Health. J'ai étudié pour être infirmière à Dallas, Texas. Je suis retournée au Sénégal en 2016. J'ai travaillé avec une ONG internationale pour appuyer et améliorer la santé sanitaire pour les Sénégalais. Et dans ces pays dépendent sur les interventions des donateurs pour préserver la santé de leur population. Et ça ne peut pas durer, ce n'est pas durable. Et ce n'est pas la même solution. Il faut définir la prochaine décennie de développement pour avoir avec plus d'emphase de systèmes de santé sanitaire basés sur des interventions spécifiques. Non seulement il faut focaliser sur les activités dans le système sanitaire, mais les pays doivent aussi harmoniser les interventions financées par les donateurs et cela va réduire les disparités. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cela peut avoir un impact sur l'économie. Au Sénégal, par exemple, la prioriser un système sanitaire et les résultats qui est basé sur les résultats et va s'assurer que tout le monde peut rester en bonne santé. Nous l'avons vu déjà, c'est en action. C'était en action. Nous avons les soins maternels et pour les enfants et aussi soins pour les victimes de VIH/SIDA. Toutes ces améliorations sont dues aux investissements du gouvernement en coordination avec des programmes financés par les donateurs. Évidemment, beaucoup reste à faire. Nous avons, le gouvernement du Sénégal donne seulement 2 mois pour les femmes qui ont donné naissance. Et je pense que ce sont des interventions sanitaires qui peuvent réduire les disparités et améliorer la santé. Donc, il faut focaliser plus avoir des systèmes holistiques de soins. Les donateurs peuvent
appuyer le pays pour identifier les façons critiques pour avoir un système de santé durable. Merci beaucoup. Okay, it's been an excellent day, and we have Ça a été une excellente journée. Nous avons notre dernier orateur. Bonjour, je suis Ruben Krobach, président et PDG de Trevin Associates International. Avant de présenter notre dernier orateur, le Dr. Jay Chamba, j'aimerais prendre la possibilité de féliciter à tout le monde, tous les intervenants et spécifiquement Madame l'ambassadeur de l'Ukraine aux États-Unis. Et j'aimerais remercier tout spécialement Madame Makarova pour son leadership. Et on peut voir des organisations, tout le monde ici, qu'elles soient venues nous visiter aujourd'hui. J'ai voyagé à Kiev et j'ai vu de première main la grande résilience du peuple d'Ukraine. Et je m'inspire de l'espérance pour gagner la guerre maintenant. Quelqu'un qui a accompagné la secrétaire Yellen au mois de février dans sa visite à Kiev, où nous avons vu les résultats de l'invasion russe. En tant que secrétaire adjoint, il a été à l'avant-garde de l'appui des États-Unis pour l'Ukraine. Et il va parler du compromis de l'administration Biden-Harris à l'Ukraine quand CDI m'a demandé de présenter Jay. J'étais très excitée parce que je vois le travail de son bureau comme étant très important. En tant que secrétaire, Jay et son équipe se focalisent sur les questions de politique et aussi la gestion des contributions des États-Unis, la Banque mondiale, le FMI et d'autres. Jay est le diplomate financier le plus important qui travaille avec nos alliés sur des questions des politiques monétaires et d'échange. Il travaille sur des questions qui sont très importantes pour tout le monde, comme par exemple le changement climatique et la sécurité alimentaire. Dans son discours à Brookings le mois dernier, il a dit, et je cite, « Nous sommes dans un point très important dans le développement international. » Fin de citation. Et ses commentaires nous ont donné aussi l'idée de thématique de cette conférence, le transfert de pouvoir. Nous savons tous que nous avons des possibilités et des défis pour tout le monde que nous appuyons de par le monde. Bien sûr, Jay est bien capable de faire tout cela. Il a travaillé pendant 22 ans à Brookings Institute. Il était membre du conseil de conseillers économiques du président Obama. Il est professeur d'économics et affaires internationales à George Washington avant qu'il a aussi enseigné à Dartmouth et à Georgetown. Mesdames et messieurs, aidez-moi à donner la parole et souhaiter la bienvenue au Dr. Jay Chamba. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Leland, et j'aimerais remercier la Société de développement international de m'avoir accueilli à cette conférence. Je ne veux pas vous décevoir, je ne vais pas parler de notre appui pour l'Ukraine aujourd'hui, mais pourtant je vais parler de quelques aspects de notre politique de développement. L'appui pour l'Ukraine prend beaucoup de mon temps et je pense que nous sommes tous très fiers à travailler là-dessus. Quand je vois ce groupe, je sais que vous représentez la diversité de tous ceux qui travaillent sur le développement économique et nous sommes
tous compromis à travailler plus efficacement sur les défis de développement auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Et je pense que le thème de cette conférence vient à point nommé pour la prochaine décennie. Et j'aimerais remercier et j'aimerais vous commencer par vous donner quelques idées sur les situations qui ont souligné nos besoins pour les prochaines décennies. Nous sommes confrontés à chocs successifs pendant ces deux dernières années, la pandémie, le COVID, de perte de vie humains, les prix des aliments et d'autres aspects, d'autres résultats de la guerre en Ukraine et l'invasion de la Russie aussi, l'impact et les événements du changement climatique, les événements climatiques. Dans ces cas, l'impact économique n'est pas l'histoire principale. Le COVID a causé beaucoup de pertes de vie et la guerre de la Russie est une violation à la souveraineté d'un pays. Et nous avons vu les chocs, tous ces chocs qui ont un impact sur la vie des gens. Nous avons vu l'impact sans précédent sur les systèmes économiques. Les gens ont plus, les pays ont moins de possibilités de s'attaquer aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans 2 ans, en février 2022, juste après un début de rebondissement, on a pu voir, nous avons eu le choc à l'économie mondiale, à l'attaque à la paix et la stabilité. Nous avons vu des problèmes de sécurité alimentaire partout dans le monde. Et les effets du changement climatique n'est pas quelque chose de l'avenir, c'est quelque chose que nous voyons aujourd'hui même dans les pays dans le monde sont confrontés avec les impacts beaucoup plus sévères dans les pays pauvres. OK, ensemble, tous ces chocs mondiaux ont résulté dans les pertes de vie, moyens de vie, perte de moyens de vie et une attaque contre l'économie mondiale. Maintenant, nous voyons que tous ces changements comme les pandémies et les conflits affectent les plus pauvres et les plus vulnérables d'une façon disproportionnée. Alors, on ne peut pas mener notre agenda sans s'attaquer aux chocs et aux problèmes avec urgence. Nous sommes d'accord avec l'agenda de l'OEDD et pour toute une action courageuse pour réduire la pauvreté et pour avoir de bons résultats pour l'ODD. Pour ce faire, il faut des changements au système. Les banques multilatérales de développement savent comment s'adresser aux crises auxquelles nous sommes confrontés. Ils ont une bonne expertise pour toute une gamme de défis et ils ont la capacité pour faire des innovations. Ça, c'est très important en ce qui concerne nos conversations aussi. Ils ont des outils innovateurs. Ils créent des investissements de bons. Ils donnent des crédits à des taux d'intérêt très réduits. Et quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, ils donnent de plus en plus de crédits. Ces institutions sont très importantes pour les pays en crise. Ils se hâtent à donner beaucoup plus de crédit quand il y a des problèmes. Les États-Unis et le Trésor des États-Unis pensent que nous avons un rôle très important pour aider ces banques à travailler avec le pays pour lutter contre vous travaillez avec ces pays pauvres.
Nous encourageons les banques à travailler ensemble. Le secrétaire Yellen a lancé un appel à l'action pour l'évolution des banques multilatérales et nous avons fait des progrès à la Banque mondiale pour la mission, le produit et l'argent. Moderniser la mission pour intégrer la résilience, pour réduire la pauvreté, partager la prospérité, renforcer le modèle d'opération et améliorer les stratégies et les analyses et profiter du cadre du G20. Nous espérons rajouter 50 milliards de dollars pour les prochaines années pour introduire des mesures plus souples au même temps que maintenir la durabilité de la banque. 5 milliards de dollars par an pour de 6 billions par année. Donc, c'est du vrai argent, mais il s'agit de faire plus que donner plus d'argent. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais nous avons encore du chemin à recourir. J'aimerais parler des défis, le climat, la santé, la dette et les États-Unis travaillent toujours en vue de donner plus de 11 milliards de dollars pour le financement pour le climat. Le Trésor travaille pour essayer de satisfaire ou remplir les objectifs. Premièrement, nous essayons de réduire l'inflation, accroître l'énergie propre, investir dans des nouvelles technologies. Nous espérons donc réduire le coût de ces technologies. Deuxièmement, nous travaillons avec la Banque mondiale et avec les banques régionales. Nous essayons de réimaginer l'infrastructure puisqu'il y a beaucoup trop de fonds. Troisièmement, de renforcer le partenariat juste. Nous essayons de rassembler des acteurs pour respecter des engagements au niveau de l'énergie. Nous allons donner plus de financement pour les pays en développement pour aider avec l'atténuation et nous allons jouer cinquièmement avec le secteur privé, mobiliser le secteur privé, par exemple le groupe de travail du G20. Et enfin, nous considérons les risques, les régulateurs, les gouvernements doivent comprendre les risques climatiques auxquels nous sommes confrontés. Ce n'est pas une liste complète de ce que nous faisons au sein du Trésor et dans le domaine des affaires étrangères. Lorsque nous pensons à la santé, comme la COVID a montré, nous avons donc dû faire face au résultat de ne pas mettre plus d'accent sur la santé. C'est pour cela que les États-Unis avaient demandé des mécanismes. Et après une année de travailler avec nos partenaires, nous avons lancé le fonds pour la pandémie. Normalement, on ne produit pas ce genre de choses si rapidement, mais nous en sommes très fiers que nous avons pu le faire si rapidement. Les États-Unis ont contribué 450 milliards
milliards de dollars, mais il en faut encore plus d'argent pour respecter l'objectif. C'est pour cela que le président avait promis encore 250 1 million de plus. Par rapport à la sécurité alimentaire, nous confrontons des défis par rapport à la sécurité alimentaire. Le système alimentaire a souffert et la guerre, la pandémie et la guerre ont contribué à exacerber la situation. Le secrétaire Yellen a montré qu'il faut profiter de l'architecture pour réduire la souffrance et pour accélérer les investissements au court et au moyen terme. Accroître des investissements dans les systèmes agricoles aidera à construire la résilience aux chocs futurs et faire face aux crises humanitaires. Nous avons fait des progrès sur le plan d'action pour assurer la sécurité alimentaire avec la Banque mondiale qui respectait son engagement. Les États-Unis a donné plus de 13 milliards de dollars pour satisfaire ses besoins. Nous avons maintenant un partenariat stratégique avec l'Union africaine, avec un accent sur la gestion des sols, la logistique et l'infrastructure pour que les Africains puissent faire de l'agriculture et stocker et transporter les produits agricoles. J'aimerais maintenant parler de la dette qui pose un problème à la reprise des pays de revenus moyens, de bas et revenus moyens. Les débiteurs devaient avoir un traitement adéquat pour leurs dettes. Nous voulions également faire face ou résoudre les problèmes pour assurer la stabilité. Nous travaillons au sein du Club de Paris pour reconstruire des cadres aussi vite que possible. Nous savons que le cadre commun est très lent. Nous essayons d'accroître la vitesse et la stabilité du cadre pour que les pays sachent qu'ils peuvent avoir un traitement opportun. Donc, c'est dans l'intérêt de tous de surmonter les risques, aider l'économie mondiale pour aider leur propre économie. Nous allons continuer à conduire, à mener pour assurer plus de transparence dans des institutions multilatérales. Nous voulons que les projets des banques multilatérales de développement soient stables et de manière inclusive. Nous avons utilisé notre influence pour assurer la transparence des informations, pour avoir plus de sauvegarde, minimiser les effets néfastes et de promouvoir une culture d'apprentissage. Nous voyons ce travail d'accroître la transparence, avoir plus de mécanismes. Tout cela est fondamental à nos efforts.
J'aimerais conclure en répétant notre appui de notre soutien de tout ce que vous faites. Ces banques multilatérales de développement donnent du financement qui est plus accessible de manière transparente. Elles sont créatives, innovatrices et essentielles au monde. Et nous voulons les équiper avec des outils nécessaires qui vont assurer leur succès. Nous avons beaucoup de défis devant nous, mais il ne faut pas perdre de vue que nous voulons surmonter et éliminer la pauvreté et faire avancer le développement durable. C'est entre vos mains de promouvoir tout cela et travailler avec les partenaires. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites et vous remercier pour l'opportunité de travailler avec vous. Merci beaucoup. It's been a day, y'all. Ça a été vraiment une journée pleine. So, we started off talking about our Nous avons commencé and I think, I hope, en parlant the rich de agenda, notre thème et j'espère avec le programme riche sessions, et les orateurs fantastiques que nous avons eus if you care au présentiel et au virtuel, vous avez pu vraiment vous the first remplir that you agreed on, that you proposed and you de approved, toutes ces informations. program, and the committee and particularly, Catherine's team Le put together thème, le programme to make this que l'équipe fantastic way it was. de I think this was Catherine something a could and préparé, enriching je to us. pense, I wanna a thank été everybody, enrichissant, particularly Catherine's team at CID-US, who put this together for ont us. été enrichissants pour nous tous. Donc, des applaudissements pour Catherine et son équipe. I also wanna thank my fellow board J'aimerais members remercier who les led autres on membres the, du conseil d'administration qui faisaient partie du comité pour la conférence et m'ont appuyé comme leur président bien pour travailler avec Catherine et avec son équipe. Merci aux membres du conseil d'administration. Ce matin, j'avais défié tout le monde et le défi était rencontrer 5 personnes que vous ne connaissiez avant, apprendre 5 choses que vous ne saviez pas avant. Et au déjeuner, j'avais élevé cela à 10 personnes. 10 personnes que vous ne connaissiez pas avant et apprendre 10 choses que vous ne saviez pas avant. Combien de personnes? OK. Félicitations. Ce qui est intéressant, c'est que au virtuel, nous faisons la même chose par rapport à l'engagement. Et je me réjouis d'annoncer. Et le public virtuel a travaillé avec un système de points. Et il faut imaginer comment le faire au présentiel. Ça sera pour un autre président. Je vais mettre mes lunettes. Pour le concours virtuel avec les points, la personne avec le plus grand nombre de points au taquet avec 870 points du Nigeria. Félicitations. Maintenant, il y a autre chose que j'ai mentionné ce matin.
Nous avons parlé beaucoup du contenu, des problèmes, les solutions, et la personne avec qui j'ai parlé m'a défié en me demandant, et qu'en est-il des émotions? Est-ce qu'on peut parler plus ou parler davantage des émotions? Nous avons rassemblé des gens ici plus que jamais, au présentiel, au virtuel. Il y a cette connexion humaine que nous avons qui infuse notre dévouement au travail. Et je pense que ça, c'est un des plus grands bénéfices de cette conférence, ce facteur humain, les idées, les connexions avec les nouvelles personnes qui vont durer pendant des décennies. Et j'ai eu des connexions avec certains d'entre vous pendant des décennies. Et donc, je pense que cet aspect humain est très important quand on parle du transfert du pouvoir. Enfin, j'aimerais vous remercier tous d'être ici aujourd'hui. J'espère que le transfert de pouvoir définir la prochaine décennie du développement. J'aimerais vous annoncer qu'à travers, de l'autre côté du couloir, il y a un bar ouvert. Donc, merci beaucoup.